Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser et aujourd'hui je vous propose avec Corentin de Maître Renard, une boutique spécialisée en jeux de société à Latte, de discuter du travail finalement des boutiques spécialisées, que ce soit au niveau de la sélection de leurs jeux en tant que boutique, à la relation avec le public. On verra qu'il y a aussi la notion de communauté, et ça va être très très important, mais aussi finalement comment est-ce que la boutique existe dans son écosystème professionnel, c'est-à-dire entre les distributeurs, entre justement les éditeurs, et effectivement comment un petit peu cette boutique peut fonctionner avec éventuellement une sorte de ligne éditoriale. En tout cas, on découvre ça de suite avec Corentin. Corentin, donc, tu travailles à Maître Renard, qui est une boutique spécialisée de jeux de société à Latte. Tu nous as un petit peu parlé justement dans un précédent épisode effectivement de l'activité de la boutique, mais justement pour t'avoir vu travailler de l'extérieur, parce que moi j'étais en presse et toi tu étais en tant que boutique au festival de Parthenay, qui pour les personnes qui ne connaissent pas est le deuxième festival de jeux de société de France après le festival international du jeu de Cannes. Justement je t'ai vu travailler, je t'ai vu regarder les jeux qui étaient en train d'être joués par le public, et à un moment donné, je t'ai vu t'asseoir à certaines tables et à d'autres passer un peu vite en te disant si j'ai le temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton point de vue justement sur comment est-ce que tu vis un festival comme ça, comme celui de Parthenay, quand toi tu es boutique justement? Ok, moi du coup, à la différence d'un joueur qui va chercher des trucs qui juste l'attirent lui, même s'il a déjà vu passer, s'il a déjà même joué il y a longtemps et qui veut juste refaire une partie, moi quand j'y suis, je cherche des trucs que je connais pas. Si le jeu je le connais, en bien, en mal, je passe, même si je le connais que de loin. Moi je veux quelque chose que j'ai encore jamais vu. C'est possible quelque chose qui vient de sortir ou qui va sortir. Parce que même si je le connais pas, si ça fait 6 mois qu'il est sorti, tous ceux qui le voulaient ils l'ont acheté et ça commence à être trop tard. Donc je vais chercher ça, des trucs nouveaux, des trucs qu'on n'a pas, des trucs que nos joueurs n'ont pas encore joué. Du coup, le choix il va se faire sur est-ce que le jeu, il me semble correspondre à nos joueurs. Moi, les clients, je les vois passer, je les encaisse, donc je sais ce qu'ils achètent, je sais ce qui leur plaît. Je vois aussi quel stock reste, quel stock parte vite. Donc, par exemple, un exemple tout simple, c'est que nous, on est situé à côté d'un escape game, et les joueurs d'escape, ils aiment bien les trucs à rôle caché. Ils aiment bien pouvoir mettre des couteaux dans le dos des autres, essayer de trouver qui c'est qui nous sabote depuis tout à l'heure. Donc ça marche bien. Du coup, dès que je vois un rôle caché, je l'essaye, parce que ça me fait un nouveau stock sur ça. Les jeux ultra experts, par exemple, je sais que ça va me prendre 3 heures à tester. Donc là, je vais plus me fier à ce que mes gros joueurs, mes clients réguliers, me disent qu'ils attendent. S'ils me disent tel jeu qui arrive, est-ce que vous allez l'avoir ? Je me dis, s'ils le demandent, c'est que c'est attendu, donc c'est qu'il faut que je l'ai. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai pas le temps de tester tous les jeux. Et les jeux qui durent 3 heures, encore moins. Donc moi, je cherche des nouveautés, des trucs pas trop longs, et des trucs qui plaisent à ma clientèle, aux joueurs qui viennent chez moi. Et justement, je t'ai vu t'asseoir en privilégiant des éditeurs indépendants. Est-ce que pour toi c'est important ? Est-ce que justement il y a une sélection entre des distributeurs que tu connais, des éditeurs que tu connais, et justement cet indépendant, toi qui cherches justement de la nouveauté ? Alors d'autant plus en étant à Parthenay, qui est quand même très loin de chez nous, on a fait beaucoup de route pour y aller. Je me dis que si je vais voir des distributeurs que je connais qui sont chez moi, qui ont les jeux chez moi, je pourrais les voir en journée pro, je pourrais les voir autrement. Donc des éditeurs indépendants qui sont du nord de la France, que je verrai sûrement jamais autrement, et en plus, comme je suis sur place, je peux leur prendre un carton si ça me plaît, et ne pas payer les frais de livraison, parce qu'il y a ça, les frais de livraison, quand t'as pas de distributeur, c'est quasi automatique. Parce qu'en distributeur, tu montes à plusieurs centaines d'euros d'achat, et il n'y a pas de frais. Quand t'achètes un seul jeu à un éditeur indépendant, t'as forcément des frais. Et ça se rajoute sur le prix auquel tu payes ton jeu quand t'es client. Donc forcément, je vois un petit éditeur indépendant, je vais voir ce que ça donne. Et quand je vois qu'il y a des gens qui s'amusent, que les personnes qui sont venues avec moi à Parthenay achètent tous le jeu, je me dis que peut-être ça va se vendre. Oui, il y a notamment un jeu sur lequel on est tombé, c'est un jeu de Contrôle Zèbre édition qui s'appelle Crapule. Le fameux jeu où en fait on est sur un jeu où on va avoir un tas
de cartes mélangées vraiment en brouhaha. Hein. C'est qui va incarner la poubelle. Et en fait, nous, on est des gangs. Il y a le gang des pigeons, le gang des rats, le gang des ratons laveurs. Et en fait, on va essayer justement de coopérer en équipe pour récupérer des cartes. Ça, c'est un jeu sur lequel toi, t'as joué. C'est un jeu sur lequel t'as flashé directement ? Oui, complètement. En fait, c'est clairement toi et les 2 autres qui étaient avec nous à Parthenay qui m'ont dirigé vers ça au départ. Mais ça se voyait que ça allait marcher. Le jeu, c'est un jeu par équipe. C'est un petit jeu marrant avec des animaux qui ont un design, les designs qui marchent. Hein, c'est des designs un peu cartoon, un petit peu rigolo. Et puis en plus, c'est un jeu qui se joue à beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui est rare. Quand on regarde, la plupart des jeux, ils se jouent à 3, 4, 5. Voilà. 3, 4, 5 joueurs, ça va. Déjà, t'arrives à 6 joueurs, t'enlèves la moitié de tes jeux. Et donc là, c'est un jeu qui se joue jusqu'à 12. Si tu rajoutes l'extension, ça se joue jusqu'à 18. C'est super rare. En équipe en plus, donc s'il y a quelqu'un qui est pas trop jeu, il se met dans une équipe avec quelqu'un qui est fort et ça rééquilibre. Pour moi, ça marche. Et puis, effectivement, la mécanique de la poubelle au milieu, on va fouiller dans la poubelle, c'est marrant, ça plaît. Il n'y a pas de souci avec ça. Et à un moment donné, donc comment ça... toi, tu sélectionnes ce jeu-là. Est-ce que tu as cette impression que ça change quelque chose pour l'éditeur indépendant, justement? Là, on est sur un collectif d'artistes qui, à un moment donné, s'est constitué en fait en maison d'édition pour éditer leur propre jeu. Est-ce que ça change quelque chose, tu penses, de leur point de vue, que tu viennes récupérer leur jeu et que justement tu prêches la bonne parole? Moi, je pense que ça leur fait plaisir parce que eux, de leur côté, c'est un peu la même chose que nous. Ils n'ont pas le temps d'être partout, ils n'ont pas le temps de tout faire. Là où moi, c'est le nombre de jeux, eux, c'est le nombre de boutiques. Ils peuvent pas aller voir tout le monde. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils vont sur un festival aussi. Hein. Eux, je me souviens plus, mais des 3 que j'ai vus, je crois pas qu'ils cherchent tous un distributeur. Donc, ils sont pas là pour qu'un distributeur les voit et se dise « Ah, je vais les distribuer ». Ils cherchent à se montrer pour qu'il y ait des joueurs et des boutiques qui prennent leur jeu. Parce que le problème quand t'as pas de distributeur, c'est dans le nom, hein, t'es pas distribué. Donc il faut que tu cherches toi-même les gens, tu as juste un site internet, tu as ta communication, mais si on ne te voit pas passer, on t'achète pas, et même si on t'achète tes jeux, encore une fois, frais de livraison. Donc je pense que pour eux, c'est un plaisir, il y a une boutique qui vient, c'était même pas prévu, et ils leur achètent un carton. C'est pas énorme financièrement, mais en termes d'image, ça les place quelque part, et ça les place loin de chez eux. Et ce moment-là que toi tu vis, justement, où tu discutes avec les créateurs, comme là pour le coup Control Z Édition, c'est des artistes, des game designers, là c'est leur jeu, c'est leur bébé. Et en fait, vu que je fais ça aussi de mon côté, où je me retrouve en fait interface entre les auteurs, autrices de jeux vidéo, par exemple, quand je fais des interviews découvertes sur Twitch, du coup, est-ce que toi, t'as un relationnel particulier avec ces jeux-là? Quand par exemple tu essaies de les vendre à des clients de la boutique, ou est-ce que pour toi ça fait partie en fait de ton rayon et du coup il n'y a pas de chouchou? Bon, il y a toujours un peu des chouchous. Après, le truc qui est important, c'est que je le présente pas comme premier argument, parce que ça fait un peu argument faible. C'est comme le fait qu'on ait des auteurs locaux. On a quelques jeux d'auteurs locaux, hein, on a un rayon. Mais si j'arrive devant le client et je lui dis « Ah ça c'est génial, c'est un jeu d'un auteur local », il va peut-être se dire le seul argument c'est que c'est fait localement, ça veut dire que c'est nul. Donc c'est un argument qui peut arriver sur la fin, et moi je le mets en avant, le fait que ce soit un jeu qui vienne d'un éditeur indépendant, qu'on peut pas trouver dans les autres boutiques de la région, par exemple pour des cadeaux. Ceux qui veulent faire un cadeau à un ami qui a déjà 1000 jeux chez lui, ils sont pas sûrs de ce qu'il a, celui-là il l'aura pas. Et par rapport, on parlait justement de ces rayons, de cette gestion-là. Est-ce qu'il y a on parlait de la communauté de Maître Renard, on a employé ce terme-là sur un précédent épisode et on peut l'employer dans cet épisode-ci. La communauté, est-ce qu'elle a justement une espèce de persona? Est-ce qu'il y a plusieurs personas vis-à-vis des jeux? Est-ce que vraiment on va avoir une partie de la communauté qui va s'intéresser à ce type de jeu multijoueur en masse? Ou est-ce que en fait vous avez vraiment une communauté globale finalement qui va essayer de regarder toute la boutique? Alors on a clairement des catégories de clients dans la communauté, des catégories de joueurs. Déjà la différence entre jeux de cartes à collectionner, Magic, Pokémon et jeux de société. La communauté de joueurs de cartes, il y en a certains qui se retrouvent à être joueurs de jeux de société, mais la plupart ne font que des cartes. Dans les joueurs jeux de société, pareil, on va avoir différentes catégories. On a ceux qui jouent entre amis ou en famille tranquille et qui veulent des petits jeux. Et on a les gros joueurs experts, c'est ceux qui me conseillent les jeux experts souvent, qui eux vont s'acheter un nouveau jeu expert toutes les semaines, ils vont y passer 40 heures et puis ils vont revenir en chercher un autre.
clairement, entre ces 3 catégories, il y en a qu'une seule qui va acheter ce genre de jeu, c'est les joueurs ambiance entre eux. Mais ça, c'est pas grave, parce que nous, on connaît nos communautés et on sait comment diriger. Et il y a quand même des gens qui sont là pour ce type de jeu, qui sont très friands de ce type de jeu. Et dans le cycle des sorties, où on a quand même des sorties très 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 fréquentes de jeux de société, est-ce que justement toutes les communautés, enfin les parties de communauté sont satisfaites en même temps, ou est-ce qu'en fait au contraire tu ressens un cycle en te disant bah là en ce moment c'est plutôt les jeux multijoueurs d'apéritif qui ont le vent en poupe parce que les sorties elles sont sympas, et puis ensuite c'est les jeux experts qui sortent où là on se dit tiens dis donc est-ce qu'il y a un petit peu des modes comme ça, ou est-ce que on a au contraire quelque chose de plus régulier? Ça reste assez régulier, surtout parce que les éditeurs sont plutôt spécialisés. Il y a un éditeur dont le nom m'échappe qui fait que des très gros jeux. Il fait que des jeux qui durent 3-4 heures. Du coup, forcément, comme ils en sortent de toute façon de manière plutôt régulière, parce que sinon on les oublie, il y a toujours une sortie de jeux experts. Les petits jeux d'ambiance, il y en a énormément qui sortent tout le temps. Quand on fait que ce soit les journées pro, qu'on vient de nous présenter des jeux, c'est toujours assez diversifié. C'est juste que le rythme est plus soutenu pour les petits jeux que pour les gros jeux. Normal, parce qu'il faut beaucoup plus de temps pour faire un jeu qui a 20 mécaniques qui doivent durer sur 10 parties de 60 minutes, que pour faire un jeu qui dure 20 minutes de temps en temps. Et par rapport à ces jeux-là, est-ce que toi, on parlait du fait de pas trop avoir de chouchou, mais je suppose qu'il y en a quand même. Est-ce que sur les sélections, notamment avec les distributeurs qui vous proposent des jeux à la vente, est-ce qu'à un moment donné, il y a des sélections où il y a des jeux, toi, t'es déjà fan en fait, et à un moment donné, t'essayes autant de vendre le jeu que finalement presque de convertir les clients. Est-ce que ça t'arrive d'avoir ce truc-là? Oui, il y a de ça, clairement. De toute façon, sur la vente ludique, pour moi, c'est un peu obligatoire. Tu peux pas vendre un jeu que t'aimes pas. Tu peux arriver à l'expliquer, tu peux arriver à le présenter, si la personne est venue pour l'acheter, qu'elle veut des informations dessus, mais tu peux pas le vendre à quelqu'un qui n'est pas là pour ça. Tu ne peux vendre que ce que tu aimes, si tu dois le présenter entièrement et faire en sorte que la personne aime le jeu. Donc oui, on a des chouchous, on va plus les mettre en avant, mais c'est surtout parce que c'est ce qu'on peut conseiller aux clients de bon cœur en fait. Et est-ce qu'à l'inverse, tu t'es retrouvé avec des jeux où toi tu te disais, alors que ça tombait potentiellement dans tes goûts personnels, mais justement tu te disais ça j'y crois pas, je pense pas que les gens le veuillent, et en fait au contraire tu as eu une espèce de demande démesurée par rapport à ton attente. Est-ce que c'est déjà arrivé justement cette espèce de choc un peu en disant quoi, on en a déjà plus? Pas trop de choc. Il y a des jeux qui sont partis. Je pensais pas que les gens accrocheraient à cause du thème. Il y en avait un spécifique, celui-là je peux en parler, qui s'appelle Shipatsu. Et comme le nom l'indique, il faut pas se chier dessus. Très bien. Bon, le thème est horrible. Oui. Je me suis dit, pour ce thème, pour un jeu ambiance qui, à côté de ça, mécaniquement est pas mauvais. Mécaniquement, il est plutôt bon. Mais on peut en prendre d'autres, quoi. C'est pas le seul. Surtout jeu d'ambiance, il y en a plein. Et il s'est vendu super vite. On en avait pris, je crois qu'on en avait pris 6 quand même. Les 6 étaient partis en 2 semaines. Ce qui est impressionnant, parce que même les trios ou les Skyjo, on en demande beaucoup, ça peut partir 4, 6, 8 en une semaine. Mais à la sortie d'un jeu d'ambiance, tout vendre sur 2 semaines, c'est quand même impressionnant. Donc je sais pas si c'était parce qu'il y avait une certaine demande pour un jeu très bête qu'on n'avait pas, et il a rempli ce trou en fait. Mais ouais, ça m'a surpris. Oui, parce que justement, il y a, dans cette idée de demande, il y a justement l'idée que potentiellement, il y a la demande entre guillemets du marché, il y a la demande de votre communauté, et des fois, il y a peut-être des légères différences, justement par rapport à l'identité de votre communauté. Oui, la communauté elle-même, la communauté des joueurs et des clients réguliers, ça par exemple, je sais pas dessus, c'était pas un jeu pour eux. Ça c'est clairement le jeu des personnes qui passent, les familles de passage, les gens qui sont en fait dans des commerces à côté, qui sont passés au resto, au cinéma et qui passent par chez nous. Et je pense que comme on est un magasin qui est très spécialisé dans les joueurs plus avancés, on a des jeux familles, mais clairement ceux qui viennent jouer chez nous, c'est moins les familles que les gros joueurs. Du coup on a cette tendance à quand même stocker des jeux on va dire un peu plus avancés, un peu plus complexes, qui ont des mécaniques qui essayent de se différencier ou d'aller plus loin que ce qui a déjà été vu. Là où des joueurs moins réguliers, ceux qui jouent en buvant un coup, en fait ils s'en fichent parce qu'ils ont peut-être même pas déjà joué à des jeux qui ressemblent à ça.
Donc que ça ressemble ou pas, peu importe, tant que c'est compris facilement par tout le monde, joué rapidement et que le thème nous amuse. Et à quel moment, quand toi si jamais on vient pas te parler d'un jeu et que tu le vois justement sur peut-être sur un salon pro ou sur un salon public, à quel moment, entre le moment où tu aperçois le jeu et le moment où tu y joues, tu as cette habitude maintenant de savoir si le jeu il serait intéressant ou pas pour ta boutique? Est-ce que tu as besoin de le tester, ou est-ce qu'à un moment donné, déjà rien qu'à l'explication des règles ou même peut-être à l'esthétique, tu arrives déjà à sentir qu'il y a un petit quelque chose? Ouais, bah là on revient en fait sur le quel trou dans le marché ce jeu il vient combler. Donc si je vois un jeu et que je peux me dire immédiatement qu'il y a tel jeu c'est la même chose en termes de mécanique, tel jeu esthétiquement c'est la même chose, en fait il vient remplir aucun trou. Donc les gens ont déjà des jeux qui ressemblent. Si je vois quelque chose qui est particulier, qui fait quelque chose que je n'ai pas vu ou que j'ai pas vu au moins dans ma boutique, ben là je me dis ok, il peut y avoir un intérêt parce que c'est pas quelque chose que j'ai. Tu me sors un jeu qui est un jeu où on va faire des traits pour faire des lignes de train au lieu de faire des lignes de métro, bah je te dis oui, mais il y a déjà Nextation qui l'a fait 3 fois, avec 3 villes. Donc c'est mignon, même si ton jeu il est bien, les gens ils vont prendre Nextation parce qu'ils savent que c'est bien. Et vous jouez justement au prototype de jeu, puisque là en région on a quand même des talents. Est-ce que ça t'arrive par exemple de jouer à des prototypes de jeux de société pour voir ce que potentiellement on pourrait avoir pour plus tard, ou est-ce que toi tu es plus d'un point de vue boutiquier focalisé sur ce que les distributeurs vous présentent? Alors, du côté boutiquier, dans les protos que je teste, ceux qui vont m'intéresser pour ma boutique, c'est ceux d'auteurs qui ont déjà leur éditeur ou qui lancent leur Kickstarter. Parce que là, je sais que je vais pouvoir en avoir des jeux. Après, en tant que joueur, je vais tester les autres pour voir ce que c'est. Et puis même, ça m'apporte quelque chose, parce que voir des mécaniques faites différemment, voir comment eux, ils travaillent leur jeu, bah, ça me permet aussi d'affûter un petit peu mon esprit critique sur le reste des jeux. Si je vois qu'un petit auteur, il a fait en un mois un proto qui fait un truc super bien, bah, quand je vais le tester sur un jeu édité, je vais me dire, ah ouais, mais il y a un gars en un mois, il a fait la même mécanique, il l'a fait mieux, donc votre jeu, peut-être, il n'a pas été assez travaillé. Donc ça a un apport, mais clairement, ce qui sert à la boutique immédiatement, et clairement, c'est les protos d'auteurs comme Florian Siriex, parce que lui, il a les éditeurs, donc quand il me présente un proto, je sais que dans 3 mois, il y a un distributeur qui va me communiquer que ça sort. Et justement, par rapport à ça, est-ce que des fois, il y a des jeux que tu vois en rayon trop longtemps d'après tes goûts? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que tu as déjà vécu ce moment où tu vois le jeu et tu te dis mais les gens l'achètent pas, et pourquoi? Il est bien? Ouais, complètement, ça je l'ai vu. Un jeu qu'on a reçu, il est sorti il y a un peu plus d'un an et demi même, je crois, qui s'appelle Saturne. Donc Saturne, c'est un jeu, déjà l'artiste à la base fait de la BD, donc c'est basé sur une BD, ce qui fait que peut y avoir l'attrait des gens qui lisent la BD, donc déjà ça commençait bien. Le principe du jeu, c'est qu'on a des rôles dans un studio de cinéma, et on va devoir construire nos décors, filmer les scènes, pour faire le film par rapport à ce qu'il demande en tant que genre. Donc c'est un film d'amour, il faut des scènes romantiques, pour faire simple. D'accord. C'est un truc marrant. C'est un jeu de coopération. C'est un jeu coopératif. Ok. Voilà, jeu coopératif, en plus, il y a de la demande. Et le truc un peu marrant, c'est qu'on peut faire un très bon film, ou on peut faire un gros nanar. Voilà. Soit on a plein de points, soit on a 0. Mais pas entre les deux. Donc moi, j'ai trouvé ça trop cool. En plus, la boîte est bien faite, c'est un clap. Genre, la boîte fait clap quand tu l'ouvres. Donc super matériel, basé sur une BD, donc il y a un petit style. Jeu coopératif sur le cinéma, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'était pas top, hein. Pourtant nous on l'a testé, on a aimé, donc on le présentait aux gens, mais on en a toujours un en stock là qui ne part toujours pas. Je pense que c'est lié à 2 choses. Déjà le style BD, c'est un style avec des petits bonhommes, un peu petits bonhommes patates entre guillemets, donc des BD de journaux qu'on peut voir genre dans le Midi Libre ou des choses comme ça. C'est un peu ce style là, donc peut-être que ça déjà ça a repoussé certaines personnes qui veulent un style soit cartoon soit sérieux, mais pas un style qui fait presse quoi. Je pense aussi qu'il y a le prix du jeu, parce que forcément quand tu as un bon matériel avec la boîte un peu spéciale, ça augmente un peu le prix, donc tu peux dire ok, il y a celui-là, mais il y a celui-là à côté qui est à peu près le même matos mais qui est 10 € moins cher. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont aussi sorti une extension avec, donc le fait que ça ait pas trop marché, bon, j'espère qu'ils ont bien marché dans le reste de la France. Chez nous, c'était pas aussi bien que prévu. D'accord.
Et c'est vrai que du coup, toi, t'as des fois cette déception-là de te retrouver justement dans cette optique. Là, on parlait un petit peu en off des jeux de cartes à collectionner. Il y a un cycle infernal, notamment sur les Magic, des nouvelles éditions, encore. Est-ce qu'à un moment donné, pareil, tu te dis, mais cette édition-là, c'est dommage qu'elle n'ait pas plus de temps en fait en tant que cycle de vie du produit. Est-ce qu'il y a justement des éditions où tu te dis mais là c'est dommage, ils vont trop vite? Moi je peux me dire ça un peu. Après je sais très bien que ce soit l'éditeur, donc Wizard pour Magic, ou les joueurs, ils ont pris l'habitude. Eux ils s'en fichent en fait, ils font leur avant-première, ils font leur Commander Party, ils jouent et après ils passent à autre chose. Ils gardent les cartes, donc en fait eux ils continuent de les voir les joueurs. Mais ils en achètent des nouvelles parce qu'ils veulent des nouvelles choses. Parce que les joueurs de jeux de cartes, ils sont un peu énervés. C'est-à-dire que quand une extension sort, elle vient de sortir, ils savent déjà quelle carte ils veulent pour leur deck. Donc ça sert à rien que ça dure plus de 3 mois parce qu'au bout de 3 mois, ils ont déjà fait le tour. Ah oui, d'accord. Donc pour eux, c'est cohérent. Mais c'est vrai que moi, là, j'ai vu l'avant-dernière, c'était Bloomborough. C'était avec des petits animaux. Donc c'est des gangs d'animaux qui font un peu de nécromancie et tout, mais bon, ils le font quand même d'une manière un peu mignonne, donc ça va. On les excuse. C'était une extension qui a un peu changé. J'ai trouvé que ça a un peu chamboulé les univers Magic. Puisque récemment, ils faisaient... Bon, déjà, ils ont toujours fait des univers assez sérieux, avec des monstres, les Phyrexians, qui sont des grosses créatures, des gros trucs en métal, des trucs qui font peur. Ça, il n'y a pas de souci. Ils ont fait des extensions plus récentes, avec des licences comme Assassin's Creed. Et là, ils font un truc qui est plutôt mignon, qui a des petits animaux. Ça fait penser à Root, le jeu de société. Ça fait penser à plein de choses, mais qui sont pas Magic. Donc ça a tout changé. Et c'est vrai que le voir partir au bout de 3 mois pour Mornebrune, qui est de l'horreur, bon... moi ça m'a un peu attristé, j'aimais bien. Oui, t'aimais bien le côté justement de changer un peu d'univers, de pas forcément avoir toujours les gros monstres, les grosses griffes. C'est ça, puis en plus mécaniquement ils ont fait les trucs comme il faut, ils ont mis la mécanique de progéniture où les créatures arrivent, tu peux les dédoubler et faire leur bébé, qui est plus petit, mais il a les mêmes effets, et c'est son bébé. Donc en fait ils ont réussi à faire un truc qui mécaniquement fonctionne super bien, entre la mécanique et le thème de l'extension, qui rentre dans Magic comme il faut, et qui change. Et ça, ça change. C'est bien. Et en parlant de changement, effectivement, tu as eu, on était ensemble du coup à Parthenay, puisque justement c'était en partenariat avec la boutique Maître Renard que moi j'ai pu aussi m'y déplacer. Donc on a fait chacun nos vies, puisque moi j'y étais pour les interviews et toi justement pour pouvoir discuter justement avec ces éditeurs indépendants et potentiellement voir un peu ce qui se jouait par le public. Et on s'est assis à une table un peu particulière, celle de Time Bomb. Qui est un jeu, alors tu expliqueras probablement puisque c'est ton métier en plus, donc oui. tu expliqueras bien mieux le jeu que moi, mais c'est pas un jeu récent, sauf que là en fait on était sur une nouvelle édition. C'est ça, donc Time Bomb c'est un jeu à rôle caché, principe c'est qu'il y a des poseurs de bombes et il y a des enquêteurs qui doivent trouver les bombes pour les désamorcer, avec un peu un esprit Sherlock, c'est très anglais dans le thème. Le truc c'est que Time Bomb c'est un vieux jeu en fait, il a quelques années, il a déjà eu 2 versions, qui était dans une gamme, c'est sûrement la gamme la plus connue de Yellow, les mini-games, c'est des petites boîtes blanches, où il y en a plusieurs dizaines. Et puis là, ils font une nouvelle version qui complexifie un peu le jeu, qui rajoute des nouvelles mécaniques, et il le sort de sa gamme, ce qui est assez inattendu, puisque du coup, on se trouve avec Time Bomb qui a 3 versions, 2 dans la gamme qui continue d'avoir des nouveaux jeux aujourd'hui de Yellow, et puis un en dehors de sa gamme pour faire une plus grosse boîte. Donc je pense que c'était par une envie de faire plus en fait, parce qu'avec petite boîte, ça veut dire pas beaucoup de matériel. Mais pour moi je crois que c'est la première fois qu'un jeu sort d'une gamme chez Yellow dans une nouvelle version. Ouais, parce que là en plus on a une espèce de mécanique un petit peu rigolote avec l'idée de l'infiltrer, c'est-à-dire que on a des poseurs de bombes et des gens qui essayent de les arrêter. On a plusieurs paquets de cartes où il va falloir justement essayer de désamorcer les cartes des uns et des autres, les poseurs de bombes ayant l'intérêt en fait qu'on se trompe de cartes et qu'on arrive justement sur les mauvaises cartes alors que les autres essayent de coopérer. Et en fait il y a cette idée d'agent un petit peu double avec vous voyez en fait à chaque fois un bout de couleur de carte qui est censé correspondre à la couleur de l'équipe dont vous faites partie, sauf que là justement ils ont mis des cartes où vous avez par exemple un agent bleu et en fait le petit poinçon il est rouge, donc en fait si vous le voyez de loin vous avez l'impression que cette personne là en fait elle est de l'équipe rouge alors qu'en fait pas du tout, elle est de l'équipe bleue.
Est-ce que pour toi qui aimes bien en plus les jeux à rôle caché, ça a eu un petit impact, un petit truc en disant tiens il y a une vraie avancée, ou est-ce que justement il y a ce côté un petit peu entre guillemets juste version 1.5? Alors pour moi c'est une avancée, hein. Déjà rien que le fait qu'ils refassent une version plus propre, c'est cool parce que en fait les jeux quand ils passent les années ça se voit. On peut faire ce qu'on veut, on voit que le jeu il a été fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Là ça fait une version qui est très moderne et qui a effectivement cette petite mécanique qui est très cool, parce que le détail de cette mécanique c'est que le fait de voir l'agent infiltré, en fait tu montres que à ton voisin de gauche le petit coin coloré, et la plupart du temps c'est vraiment ce que tu es, mais il y en a un qui est infiltré dans chaque équipe. Donc ça fait que c'est pas tout le monde qui voit ça, c'est une personne qui a une info mais qui est pas sûre de l'info. Et là on a vraiment cette tension des agents doubles où t'es en mode mais je crois que je l'ai vu faire un truc suspect mais je suis pas entièrement sûr, du coup je sais pas quoi dire. Et comme on va aller chercher dans les mains des autres, forcément si t'as une info sur quelqu'un qui te dit que il fait que te mentir, tu vas pas forcément aller chercher dans sa main, mais en même temps s'il faut, en fait il est infiltré chez les ennemis et tu le sais pas. Et ça c'est drôle. Oui, moi ça m'a permis en faisant partie des ennemis, j'ai vu du coup la seule carte que j'ai vue c'était celle de la personne qui était censée être mon coéquipier, et en fait je l'ai juste balancée puisque du coup ça me permettait moi d'officiellement faire partie des gentils, alors qu'en fait en réalité... Et oui voilà, et ça c'est tout le cœur du rôle caché, c'est d'avoir un maximum d'informations qui sont par personne. Il faut que chacun ait plusieurs infos que les autres n'ont pas et qu'il les partage plus ou moins ouvertement selon ses objectifs. On est sur vraiment les doubles, agents double, agents triple, agents quadruple. On ne sait pas avec qui il est jusqu'à la fin, et des retournements de situation jusqu'à la dernière minute. Ah, et toi c'est un truc que tu apprécies beaucoup. Voilà, moi c'est ça que j'adore dans le rôle caché, c'est quand tu sais jamais exactement ce qui va se passer. Tu peux pas te dire là c'est bon, on a empêché de jouer celui qui nous sabote, celui qui a le plus d'aide, on lui a donné tout ce qu'on pouvait, tout va bien se passer. Sauf qu'au dernier moment il peut arriver quelque chose. C'est ça qui est fun dans le rôle caché. En tout cas merci beaucoup Corentin de ce point de vue justement boutique vis-à-vis de la sélection des jeux. Et merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir, et puis à bientôt sur les événements Maître Renard. À très bientôt. On aura donc l'occasion de retrouver Corentin très bientôt pour un nouvel épisode, justement où on va éventuellement discuter de cas très particuliers, de rencontres en fait, d'auteurs, d'autrices, d'éditeurs indépendants. Et justement, ce sera toujours intéressant d'avoir ce point de vue-là aussi boutique sur la partie jeux de société, puisque effectivement c'est comme ça qu'on arrive à un petit peu mieux comprendre comment les jeux arrivent dans nos magasins et sur nos tables. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une agréable fin de journée, et puis je vous dis à bientôt.